Situé à côté de la plaine d'Alsace, au pied du Grand Ballon, le pays de Florival recèle de trésors. Quand on entre dans ce lieu, paf, on met déjà un pied au paradis, quoi. Après la découverte de ce lieu exceptionnel, nous vous emmènerons contempler la vallée d'un peu plus haut. Là, on est en train de monter, hein? Oui. Après l'effort, le réconfort, nous irons déguster une spécialité culinaire au nom imprononçable. Des Hartepfelflüter. Voilà. Que serait l'Alsace sans ses vignobles? Nous parcourrons l'un des plus grands domaines viticoles de la région. Et ça donne des vins absolument exceptionnels, d'une longévité absolument incroyable. Le patrimoine architectural vaut aussi le détour, surtout quand il regorge d'histoires croustillantes. Alors pour que la prière soit efficace, il fallait lui frotter le ventre. Alors, sans plus attendre, partons à la découverte de ce charmant pays où ses trésors n'ont d'égal que la gentillesse et l'accueil de ses habitants. Quand on parle Alsace, on pense immédiatement à sa variété incroyable de vins. Direction le domaine Schlumberger, le plus grand domaine viticole de la région. Et c'est François qui va nous accompagner pour cette première visite. Bonjour. Bonjour. Bijoutier de profession, François est un amateur de grands crus, très pressé de découvrir le domaine. Bonjour François, comment vas-tu? Toujours très bien. Et toi? Bah écoute, ça va super. Je suis contente de t'accueillir avec enfin ce beau soleil. C'est temps qu'il arrive, Ouais. c'est ici. Hein. Bah, ça va être sympa pour faire un petit tour des vignes. Séverine, c'est la 7e génération de la famille. Pour la visite de François, elle a décidé de lui faire faire le tour complet du propriétaire. C'est parti pour un véritable safari viticole. Le domaine Schlumberger, c'est quand même 140 hectares de vignes. Plantés d'un seul tenant, sur des pentes avoisinant parfois des dénivelés de 60%, la moitié des terres est classée Grand Cru d'Alsace. Et ces terrains ont un atout de taille, la composition du sol. Alors, l'ensemble du vignoble, c'est du sable. C'est du sable rose. Donc, ça pourrait être une plage, en fait. Ça pourrait s'appeler Guebwiller-Plage. Mon père appelait toujours ça affectueusement son tas de sable. Un tas de sable aux propriétés particulières. Et les grands terroirs, c'est vraiment leur sol. L'exposition joue un rôle, mais vraiment les caractères du sol et le fait qu'on les met en valeur. Au domaine, on a les grands crus, par exemple, on attend que la vigne ait 15 ans pour utiliser les raisins et faire du grand cru. Et c'est justement par le Sering, l'un des 4 grands crus du domaine, que la visite débute. Michel m'a dit que vous arrêtiez bientôt, c'est pour ça qu'on est venu tout de suite. On est venu tout de suite avec la caméra avant que vous partiez. Ça va Hubert? Bonjour Noé. Pardon. Salut bébé. Salut bébé. Pour ces grands crus, les propriétaires du domaine Schlumberger ont leur méthode plutôt ancestrale. Les chevaux sont utilisés sur certaines parcelles de grands crus. Ils sont utilisés dans toute la partie haute sur laquelle on ne peut pas mécaniser. C'est-à-dire que c'est les parties anciennes, autrefois, les rangs de vignes étaient moins espacés. Ils étaient plus serrés les uns aux autres. Et donc les machines actuelles ne passent pas dans ces rangs-là. Donc là, on va utiliser les chevaux. On va les utiliser quand on replante une parcelle également pour préparer les rangs. Il faut savoir que le cheval est moins lourd qu'une machine. Donc il va moins compacter le sol. Et le fait de le retourner comme ça va permettre à l'eau de mieux rentrer et de mieux nourrir la plante. Ici, plutôt que d'exploiter à outrance, on privilégie une exploitation de qualité. En résumé, on respecte la terre et la vigne. Bon, je crois que maintenant, tu as eu une petite idée du travail purement ici, paysan. Et je vais te montrer le reste du domaine. Ça marche. Les kilomètres sur lesquels ça porte. On est parti. Allez, c'est parti. Bonne fin de journée et bon week-end. Ça va faire du bien. Ne croyez pas que le cheval de la bourse, c'est pour le folklore, même si cette vision fait le bonheur des touristes, comme ces Taïwanais venus découvrir les vignobles alsaciens. Pour la suite de la visite, Séverine emmène maintenant François dans un endroit très particulier. Bon, personne n'a le vertige. Oh, ça viendra. J'ai eu 3 fois des clients qui sont restés coincés là-haut. Maintenant, je pense à demander. Et si Séverine prend quelques précautions d'usage, c'est parce qu'elle nous conduit là où les pentes sont les plus raides et avoisinent les 60% de dénivelé. Donc là, on entre vraiment dans le vignoble. Le vignoble commence en altitude à 250 mètres et il monte jusqu'à 360. Ah oui, effectivement, c'est abrupt. La difficulté, c'est quand tu dois le faire en marche arrière. Ça m'est déjà arrivé.
Pourquoi t'avais quelqu'un en face? Non, un mur qui s'est écroulé un peu plus Ah loin. bah merde alors. Et là, il ne faut pas faire demi-tour, donc Bon, c'est bon. c'est en marche arrière obligatoire. Mais t'as pas les parachutes là? Non, Parce c'est que pas bon, fourni un avec... airbag là, C'est je pas m'en fous fourni par le royalement. guide, je suis désolée. Ici, c'est la plus grande fierté de Séverine, l'un des 4 joyaux que compte le domaine. Surnommé le brise-mollet par les locaux en raison de ses pentes très abruptes. Bienvenue sur le Grand Cru Quitterlé. Donc là, on est quand même dans le Grand Cru Quitterlé, qui est un des plus beaux grands crus d'Alsace. Franchement, tu regardes ça, ça n'a rien à envier au Chassagne-Montrachet. Et ça donne des vins absolument exceptionnels, d'une longévité absolument incroyable. Et ça vaut vraiment le coup de se donner de la peine pour faire des grands vins sur des terroirs comme ça. Des terroirs pareils, il faut savoir les garder, les mettre en valeur. Moi, je me vois pas faire autre chose que en étant dépositaire d'un tel patrimoine, de ne pas continuer à le faire vivre. Et à le faire connaître surtout. Séverine est définitivement la meilleure ambassadrice du domaine. Situé à presque 400 mètres d'altitude, le vignoble Schlumberger rayonne sur toute la région. Avec les dénivelés, crapahuter dans ses vignes n'est pas de tout repos, surtout pour les non-initiés. Ah, je me suis pas préparé. C'était pas prévu, hein. J'annonce jamais toutes mes cartouches au début, moi. Encore et en plus. Juste à côté de Guebwiller, dans le petit village de Murbach, trône un bijou classé monument historique, l'abbaye de Murbach. Thomas, guide à l'office de tourisme de Guebwiller, a passé toute son enfance au pied de l'abbaye. Pour faire la visite de ce majestueux monument, il a fait appel à un véritable spécialiste. Thomas a donc rendez-vous avec Philippe, historien de profession. Eh bien, Murbach, c'est la plus ancienne abbaye bénédictine d'Alsace, fondée en 728. C'était une abbaye extrêmement riche. Elle a conservé essentiellement l'ancienne abbatiale, du moins le chœur et le transept, dominés par ces 2 hautes tours d'une 50aine de mètres de hauteur. Alors une construction assez grandiose, qui est à l'imitation des grandes cathédrales des empereurs dans la vallée du Rhin. De cette abbatiale, il ne reste plus que le chevet et le transept construits au XIIe siècle. Les religieux ont détruit la nef et le cloître au XIIIe siècle pour en construire des nouveaux, plus au goût du jour. Mais les crédits manquent et les travaux sont stoppés net. Malgré tout, cette abbatiale reste une référence quand on parle de style roman. C'est un bâtiment qui illustre l'art roman rhénan. Alors il y a aussi une particularité que généralement les gens qui ne sont pas habitués à l'architecture de la région remarquent, c'est justement ce grès rose. Tout le bâtiment lui-même qui est entièrement rose. Alors en fait, c'est simplement la nature des pierres qu'on trouve ici, dans le vignoble, un petit peu plus bas dans la vallée. On suit maintenant Thomas et Philippe à l'intérieur de l'édifice. Ils se dirigent directement vers un gisant. Ce monument funéraire a été sculpté en l'honneur de celui qui a fondé l'abbaye, le comte Eberhard. Comble de l'histoire, sa représentation a souvent été confondue avec celle de Saint Corneille, un saint qui priait les jeunes filles à la recherche d'un mari. Et c'est comme ça que le comte Eberhard a été honoré pendant des siècles d'un rite peu protocolaire. Alors pour que la prière soit efficace, il fallait lui frotter le ventre. Et on voit des traces de frottement là. Donc on lui frotte le ventre en récitant une petite prière. Elle se récite en alsacien. Cette petite prière en français dit Corneille, donne-moi un mari, qu'il soit beau, qu'il soit grand, qu'il soit tordu ou puant, mais donne-moi un mari. Si l'histoire ne dit pas combien de jeunes filles ont prié devant ce gisant, la patine de son ventre laisse imaginer qu'ici, fut un temps, il y a dû avoir un véritable défilé. Direction maintenant Soultz pour une découverte haute en couleurs et en saveurs. Sépi, viticulteur et amateur de bonne chère, a décidé de nous faire découvrir une véritable institution dans la région, une boucherie-restaurant. Mais attention, si vous n'êtes pas un habitué de l'accent alsacien, restez concentré. Salut Gilbert. Ah, salut Sabi, comment ça va? Je t'attendais ce matin. Comment tu vas? Mais ça va bien? Je, Ça va bien? Je viens, Me faire une petite visite voilà, à la Metzgerstube, à la Metzgerstube. l'estaminet à du Soultz. boucher. L'estaminet du boucher. Voilà. Tout à fait. Notre spécialiste des beignets de pommes de terre, Voilà. appelés en Pas alsacien. des beignets, des Hartapfelflüter. Hartapfelflüter, voilà. Voilà. Très bien, C'est très une bien, spécialité de chez très nous. bien. On y va.
On y va. Ça sent déjà bon, le petit salé, tu vois. Ici, ça va de soi, tout est fait maison. Dans les vitrines, les Fluta, Wienerla et Fleischwurst sont exposés. Autrement dit, les quenelles, les knacks et les saucisses de viande. Que des spécialités bien régionales. Ça, c'est une collection de cochons, j'en ai plus de 1000. Alors là, vous trouvez quelques échantillons, il y a une centaine là. Ça fait 30 ans que je les ramasse et puis ça fait des caisses pleines. Rapporté des 4 coins du monde par des fans, Gilbert voyage par procuration grâce à ses figurines. Mais trêve de petits cochons, il est temps de visiter les coulisses de ce lieu étonnant. Alors on continue. On arrive en cuisine. Bonjour tout le monde. Voilà, c'est la cuisine. C'est dans ces cuisines que Gilbert confectionne ses célèbres quenelles de pommes de terre, les Artepfelfluta. Mais juste avant de commencer la recette, un petit contretemps, un piège pour nos 2 épicuriens, un chaudron de pâté bien aromatisé. La saucisse de mec, ça je sais pas, vous ne l'avez pas à Paris non plus. C'est de la viande crue, hein? C'est de la viande crue de porc. Ouais. Avec de l'ail, avec du sel, avec des épices composées, Super comme goût, hein. C'est très bon comme goût. Ouais. Il y a aussi du rhum dedans, Ouais, oui. Non, pas non. Non, c'est pas tout ça, c'est touristique, hein. Après cette petite confession et quelques doigts de Metwurst plus tard, Gilbert est prêt à nous faire découvrir sa fameuse recette des quenelles de pommes de terre. Tout commence simplement avec cette marmite de pommes de terre cuite à l'eau. C'est assez artisanal, hein. Ça n'a rien à voir avec l'industrie et les machines. Pour être artisanal, ça l'est. Et c'est là tout l'intérêt de la recette. Une fois les pommes de terre égouttées, il ne reste plus qu'à rajouter la farine et le beurre. Et pour mélanger le tout, mieux vaut être énergique. C'est du matériel, là, ce réservoir, là. Ah oui. Les mollusques, là, on les voit, hein? La graisse. C'est un peu pour cette raison, parce qu'il faut justement déployer beaucoup d'énergie pour confectionner les Artepfelfluta, que la recette risque de terminer aux oubliettes. Pour l'instant, grâce à Gilbert, la fabrication perdure, même si aujourd'hui il délègue les tâches les plus ingrates. Non, je suis la tête pensante, hein. Non, parce que on peut pas tout faire, hein. Gilbert ne met plus la main à la pâte, mais tout est sous contrôle. Avec un œil et un palais avertis, il sait exactement quand et comment la préparation de la petite quenelle est à point. Il faut que la farine, elle brûle sur le feu. S'il n'y a pas de grosse chaleur, la farine devient sucrée, elle reste sucrée. Alors les flûtes sont ratées. Ça devient un dessert, c'est plus une flûte. Ça serait bien dommage, effectivement. Nature ou aromatisé, Gilbert a créé 6 variétés d'Artepfelfluta. Roulées en petites boules, il ne reste plus qu'à les faire frire et elles sont bonnes à être dégustées. Ça, c'est des flûtes à cuire que, comme nous, on les fait revenir, hein, dans de l'huile et du beurre. Et puis voilà, ça c'est la finale, hein. Ça, c'est le bonheur de tout le monde. Voilà, on peut en partager une, tu vois. Ils sont chaudes. Ah ben ouais, ben oui. Ben voilà. Super, hein? Ah ouais. Sépi n'est pas le seul à apprécier ce mets. Le restaurant de Gilbert ne désemplit jamais. Il accueille même régulièrement des grands noms de la cuisine venus déguster ses préparations. À la fin du repas, les clients comblés immortalisent le moment, un rituel auquel Gilbert se prête volontiers. Pour Sépi, c'est enfin l'heure de profiter en toute tranquillité des spécialités culinaires de Gilbert. C'est vrai que ça fait un bout de temps qu'on attendait le plat de résistance, enfin il est arrivé. Hein. À quelques kilomètres au-dessus de Guebwiller, rendez-vous est pris avec Michel, un randonneur amoureux de la nature. Nous sommes ici sur le Petit Drumont, un des sommets des Vosges qui offre en prime un panorama extraordinaire. C'est Michel. Salut. Michel est un passionné de montagne, mais plutôt que de partir en randonnée, il a fait appel à Cyril et Romain, des moniteurs de parapente. C'est parti pour la grande aventure. C'est parti. Objectif, découvrir le massif sous un angle différent, même si l'appréhension monte.
À 1120 mètres d'altitude, ces monts dépourvus d'arbres sont des endroits rêvés pour sauter en parapente. L'Alsace compte d'ailleurs plus de 4000 adhérents fédérés. Mais pour atteindre le terrain de décollage, il faut faire un peu de marche. Et là, Michel est dans son élément. Voilà, à gauche, tu as une très belle Vosgienne. Mes enfants appelaient ça une vache dalmatien. C'est typique. Typique des décollages en parapente du massif des Vosges. Mais rassure-moi, tu n'en as jamais emmené. Non, Non? j'ai déjà un élève qui en a percuté une. Ah oui? Une petite anecdote qui ne rassure pas trop Michel, et on peut le comprendre. L'idée de quitter le plancher des vaches et de survoler les sommets enneigés a de quoi impressionner. Voilà, donc le point de départ. Voilà, on va partir d'ici. Voilà, donc Face à l'est. face à l'est. Et c'est dans cette vallée que Michel va s'élancer pour la première fois de sa vie. Le brief du moniteur vient rythmer l'attente. Le vol se déroule en 3 phases. Le décollage, donc là, la mission du passager, c'est de faire quelques pas de course. On se retrouvera rapidement en l'air. Une fois en l'air, on lève les genoux et on est assis comme dans un fauteuil. C'est très très confortable. D'accord. Deuxième phase, le vol. Donc pendant le vol, on se détend, on est bien adossé, on admire le paysage, on prend des photos, on profite, on apprécie. Et l'atterrissage, donc contrairement au mythe, l'atterrissage en parapente se fait tout en douceur. Malgré les propos rassurants de Cyril, Michel a encore du mal à se détendre, même s'il donne le change. Voler en parapente, c'est une grande première, oui. Je connais déjà du LM, mais le parapente, non. Petite appréhension quand même. Hein. Équipé d'un casque, installé sur une sellette fixée à la voile, Michel est prêt pour ce baptême de l'air. La tension est à son comble. On va courir ensemble et j'attends le top donc pour m'asseoir. Dernière seconde avant le grand saut. Retourne-toi. Voilà. Et maintenant on accélère. Et on court. Cours. Voilà. Tu peux t'asseoir. Je peux mettre mes mains là? Ouais. Là on est en train de monter, hein? Ouais. C'est vraiment génial. Suspendu dans les airs, en toute quiétude, Michel est émerveillé comme un enfant. Quasi seul au monde, avec pour panorama un paysage à couper le souffle, difficile de ne pas apprécier un tel spectacle, de ne pas savourer un tel moment. I am my future. I'm on my way. Forever. Let's play. Après 15 minutes de vol au-dessus des montagnes, l'atterrissage, comme Cyril l'avait indiqué, se fait tout en douceur. Il faut juste s'assurer avant de sauter qu'il n'y ait pas de vaches à l'horizon. C'était cool, hein? C'était génial. C'est facile, hein? C'est À accessible. refaire dès que possible. De par sa situation géographique à la frontière de l'Allemagne, l'Alsace en général et les pays de Florival en particulier ont été l'un des terrains les plus violemment disputés pendant les guerres. Thomas nous amène aujourd'hui sur un site très connu des passionnés de la Première Guerre mondiale, le Hartmanns Willerkopf. Bonjour. Voilà, bonjour Thomas. Gilbert Wagner, donc bienvenue sur le site du Hartmanns Willerkopf, ancien champ de bataille 1914-1918. Pour Gilbert, depuis 15 ans, chaque visite commence de la même manière, sous terre, dans ce monument construit en l'honneur des soldats morts au combat. Donc voici le cœur du monument national, la crypte, avec son bouclier, son glaive et son fourreau vide, sous lequel repose le reste de 12 000 soldats inconnus, français comme allemands. Le décor est planté, Gilbert amène ensuite Thomas vers l'ancien champ de bataille du Hartmanns Willerkopf, également appelé Vieil Armand. En chemin, il traverse un cimetière. Donc voici le cimetière national du Hartmanns Willerkopf, qu'on appelle aussi nécropole. Dans ce cimetière reposent 1640 soldats français. Ce sont en tout plus de 20 000 hommes qui sont morts ici. Ces photos d'époque témoignent de la violence du conflit.
plus une seule herbe ne poussait, un véritable paysage lunaire. Presque 100 ans après, la nature a repris le dessus, mais la montagne a gardé des scarifications, des anciens trous d'obus et des restes de tranchées, plus de 90 km au total. Donc là, on est dans les premières lignes françaises, en sachant que les lignes allemandes sur notre gauche étaient à 20-30 mètres, pas plus. Donc essentiellement des postes d'écoute, des postes de guetteurs et des postes de téléphonistes. Voilà un poste d'écoute, de guet peut-être, ou de mitrailleuse. Il y a une bonne dizaine d'années, on a nettoyé cette première tranchée française, on a dégagé ces petits postes et on trouvait par seau entier ce genre de balles. Des balles, des obus et autres ferrailles ont été trouvés par centaines de kilos sur le site et témoignent de la violence des conflits. Au sommet de la montagne, Gilbert et Thomas arrivent au point culminant du champ de bataille, là où les troupes allemandes et françaises se faisaient littéralement front. Là, c'est l'endroit où les deux lignes se sont les plus rapprochées les unes des autres. Hein. Donc là, à votre droite, la ligne française, qui est vraiment sommaire par rapport à la ligne allemande, avec les gros blocos. Par exemple, le blocos de la Dora, avec 2 mètres de béton armé sur le dessus. Donc entre ces deux lignes, il y a à peu près 25 mètres, en sachant qu'il y avait un réseau de barbelés. Hein. C'était le no man's land entre ces deux. Donc les gars ne se promenaient pas comme nous. Hein. Face à face, au moindre faux mouvement, les soldats rentraient dans la ligne de mire des fusils et des mitrailleuses adverses, rivés jour et nuit sur eux. Donc avec un système... La différence d'ouvrage des tranchées prend tout son sens lorsqu'on sait que les Allemands avaient à l'époque un téléphérique pour monter du matériel au sommet du vieil Armand, alors que les Français le faisaient à dos d'âne. Mais des deux côtés, les conditions de survie étaient horribles. La peur continuelle au ventre, ils devaient lutter dans des conditions sanitaires atroces contre les maladies, la faim et le froid qui atteignaient régulièrement les moins 20 degrés. Voilà où les gars s'abritaient, où ceux qui avaient la chance de s'abriter là en dessous étaient vraiment des hommes heureux, hein, parce qu'il n'y avait pas que les bombardements, il y avait aussi cette météo qui était terrible pendant les hivers de l'époque. Hein, du moins 20, c'était chose courante. Donc si on pouvait s'abriter dans un souterrain où la température était constante, là c'est du 5-6 degrés. En dehors on a du moins 20, c'est quand même beaucoup plus agréable. C'est en 1915 que les combats ont été les plus terribles et l'hiver le plus froid. Et si les batailles ont été particulièrement virulentes au vieil Armand, c'est bien parce qu'il y avait un enjeu de taille. L'enjeu, c'était ce rocher, parce que sur ce rocher, on a une vue magnifique sur toute la plaine d'Alsace. Et donc, celui qui possédait la vue, sur ses déplacements, possédait l'ennemi. Ce sommet qui offre une vue imprenable sur des kilomètres à la ronde était donc un lieu militaire hautement stratégique. Plus de 20 000 soldats sont morts ici pour conserver ce point de vue. Par 8 fois, le sommet a changé de nationalité durant le conflit. Voilà. Magnifique. Retournons maintenant à des histoires plus légères, plus enivrantes aussi. Dans ces pays de Florival, on peut certes déguster du vin, mais il ne faut pas oublier les fameuses eaux de vie, bien connues sous le nom de schnapps. Et c'est Seppi qui nous sert de guide. Salut, ma voisine préférée. Qu'est-ce que tu dis de beau? Aujourd'hui, c'est de la fleur de foin. Et oui, vous avez bien entendu, dans ces alambics, on distille du foin. Mais rassurez-vous, Apolline transforme aussi les fruits et les herbes aromatisées plus classiques. Chez elle, vous trouverez plus d'une 50aine d'eau-de-vie différentes. Alors, l'alambic, c'est un peu comme une cocotte minute. Hein. C'est une chauffe au bain-marie avec un grand bac au centre. Je vais le montrer parce que
C'est comme de la cuisine, hein, c'est de la bonne cuisine. Attention, parce que ça, c'est chaud, chaud, chaud. Attention, attention, hein, oui, oui, oui. Il faut y aller très doucement, hein, parce que sinon... Et voilà. Mais au fait, pourquoi du schnapps au foin? C'est une spécialité d'ici parce que dans notre famille, on a la tradition de la gastronomie. Hein, donc le foin, ça a été une idée. On fait même des palettes cuites dans le foin. Ça nous a donné envie d'essayer de faire de l'eau de vie de fleurs de foin. Ça sent très très bon. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose de passionnant et quand on goûte l'eau de vie, on retrouve l'odeur du foin fraîchement coupé. C'est vraiment agréable. Hein. Finalement, foin, mirabelle, prune ou mélisse, qu'importe le produit. Ce qui compte, c'est de réussir à extraire le plus fidèlement possible les arômes. Pour cela, il faut respecter le procédé. Le produit est mis directement dans l'alambic avec un peu d'eau parce que sinon on obtient du caramel. Hein. C'est pas l'optique. Et ensuite, on ferme l'alambic. Voilà. Dans cet alambic, il y a aussi 200 litres d'eau et d'alcool. L'évacuation de la précieuse vapeur dégagée par la chauffe se fait par le tube qu'on appelle colle de cygne. Le tout ou presque consiste alors à savoir résister aux effluves d'alcool et à réussir à remettre le col bien en place. Une fois positionnée, l'évacuation de la vapeur est possible. Refroidie, elle se transforme progressivement en un liquide appelé flegme. De ces 200 litres, on va récupérer à peu près 40 litres, grand maximum. C'est à la deuxième passe seulement qu'on obtient le précieux breuvage. 15 litres de schnapps, à peine. Pour 200 litres au départ, c'est peu. Ah, le rendement n'est pas Le terrible. rendement est tout petit. Hein. Les rendements de l'eau de vie sont vraiment tout petits parce qu'on extrait au maximum. Et c'est un peu comme les huiles essentielles ou le parfum. Il faudra attendre plusieurs heures de chauffe et de refroidissement, le tout sous haute surveillance pour que le schnapps soit distillé. En attendant, Apolline propose à Sépi une petite dégustation. Pour ceux qui ont une petite soif. Voilà. Il y a de l'abricot, il y a de la fraise des bois, il y a de la reine des prés. Moi, je te propose qu'on goûte l'eau de vie de foin, puisque tu en distilles. Donc, on va goûter celle de l'an dernier. Hein, où il y a Allons-y, ouais. le vieux, voilà. Donc, c'est celle-ci, hein, la fleur de foin. Ouais. Santé. Santé. Hein. C'est formidable comme ça sent. Ouais, c'est l'impression d'être dans le foin. Pendant ce temps, Michel continue ses balades nature. Avec lui, on est sûr de respirer l'air frais et vivifiant de la région. Ce matin, il a rendez-vous avec son ami Jean-Claude, président d'une association de pêche. Salut, Salut Michel. tu es prêt? Ça va et toi? On y va? On y va? Attends, j'appelle les enfants, Ça je marche. prends la veste et on y va. Ça marche. Jean-Claude adore titiller la truite, encore plus quand c'est une affaire de famille. Il a transmis sa passion à son fils Benoît et à ses deux petits-enfants Baptiste et Chloé. Le matériel chargé, notre équipe de pêcheurs est prête à partir. Après une courte demi-heure de trajet en pleine montagne, la troupe arrive à destination. Bon, on est arrivé. On est arrivé. Situé à 992 mètres d'altitude, ce lac est l'endroit de prédilection des pêcheurs du pays. Avec son eau cristalline, son panorama à couper le souffle et sa tranquillité bien appréciable, ce magnifique lac naturel est situé au pied du Grand Ballon d'Alsace. Ici, c'est le paradis de la truite sauvage. Par contre, pour les vers, c'est plutôt un calvaire. Voilà Chloé, on y va? Ah mince, ils sont tombés. Ah bah dis donc, ils sont pourris les vers à papa. Hein. L'hameçon a enfin un appât. La partie de pêche peut commencer. La mission d'un bon pêcheur, garder l'œil sur le flotteur. Attention, hein, dès que ça descend, tu ferres. Hein. C'est jamais. Hein. Et c'est parti pour de longues minutes d'attente sous la pluie. Quand, soudain... Il y en a une qui passe là-bas. Oui, oui, il y en a une qui arrive là. Il y en a une qui arrive vers ton bouchon. là. Il y en a une qui arrive vers ton Elle vient en bouchon plat là. dessus, là. Tu l'as vu?
Ouais, attends, on va la taquiner un peu. Elle arrive. Pendant que Michel et Jean-Claude jettent leur dévolu sur la seule truite du jour, les enfants plus impatients sont allés pêcher une espèce beaucoup moins timide. Du côté des seniors, toujours rien. La truite est bien facétieuse aujourd'hui. Regarde là-bas, alors, t'as vu? Ben oui, mais là, elle est en train de se moquer de toi. Oui, exact. Tu vois? Exact. Là, elle me nargue. Et puis, c'est pas bien de se, Mais... de se moquer du président de l'association de oui, pêche. Hein, c'est vrai. Ouais. Oh, purée. Elle a pris de verre. Elle a gagné. C'est pas avec ça qu'on va manger à midi. Hein. Moi, j'avais déjà préparé les amandes. Bon, on a déjà les amandes, c'est déjà pas mal. Bah, sinon, on a encore les verres. Hein. Allez, elle est là dans le coin. Vous n'allez pas rigoler là quand je vais la sortir. Hein. Encore faudrait-il qu'on la voie enfin, cette truite, parce que là on commence à douter. Michel et Jean-Claude ne perdent pourtant pas patience. Et voilà. T'as vu ça? Chloé, viens voir papy. Je lève. Hein. Ah, on va pouvoir manger à midi. Viens voir papy, viens. Tu veux la sortir? Allez, viens. Allez, viens. Allez, Mouline. Hop, 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 hop. Doucement, 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 doucement. Vas-y, papa. Allez, Baba. Et voilà. Et voilà, Chloé. On va la protéger, celle-là. Hein, elle a la taille? Ouais. Elle a la taille. C'est quoi la taille? Elle a la taille, mais on va la laisser vivre. C'est quoi la taille? C'est 23 cm. Et oui, la truite s'est faite attendre. Mais heureusement pour elle, Michel et Jean-Claude pêchent avant tout pour le plaisir. Elle est repartie. Partons maintenant à la découverte d'un autre joyau classé monument historique, le couvent des Dominicains. C'est à la fin du XIIIe siècle que l'ordre des frères prêcheurs arrive dans la vallée et lance le grand chantier de construction de ce couvent. Et c'est Thomas qui nous ouvre les portes de l'endroit. Il a pris rendez-vous avec Philippe, le directeur de ce lieu unique. Alors ici, on est aux Dominicains de Haute-Alsace, qui est un lieu, un couvent de frères dominicains, mais effectivement qui n'est pas tout à fait un couvent habituel. Pas tout à fait habituel, et c'est peu de le dire. Pour débuter cette visite, direction le cloître où des chaises longues sont installées un peu partout dans le jardin. À la nuit tombée, il suffit de s'y installer pour admirer les nombreuses créations artistiques et numériques conçues au cœur même de cet édifice. Un cloître qui se transforme en théâtre de lumière. Bienvenue dans le couvent du XXIe siècle, le couvent numérique. On n'est pas projeté dans l'avenir, on est vraiment dans le présent, c'est ce que je dirais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des technologies d'aujourd'hui avec des artistes qui ont imaginé de poursuivre en fait l'activité de création, puisque les frères dominicains en fait peignaient beaucoup, avec des représentations importantes. Et l'idée en fait, c'est vraiment d'imaginer autre chose et toujours de faire le grand écart entre le passé et aujourd'hui. Un grand écart qui a de quoi impressionner lorsqu'on ne s'y attend pas. Après le cloître, direction maintenant l'église. Quand on entre dans ce lieu, on met déjà un pied au paradis, quoi. Il faut dire que les frères dominicains ont édifié ce couvent avec comme préoccupation première la conversion des profanes. Et pour atteindre le but, ils avaient conçu un stratagème très astucieux. C'était tout à fait marketing. En fait, ils s'installent, il y a déjà 2 églises à Guebwiller. L'idée, c'est qu'en fait, ils soient plus performants que les autres. Donc, pour être plus performant, il faut qu'on s'entende, faut qu'on les entende beaucoup mieux. Et du coup, ils construisent en fait un lieu qui est fait pour la transmission de la parole. Et cette acoustique exceptionnelle permet aujourd'hui d'organiser des concerts à l'intérieur même de l'église. La programmation éclectique a de quoi surprendre, même si la part belle est faite aux pointures du classique. On a invité de très très grands noms ici aux Dominicains, comme Richter, Rostropovitch, Michelangeli, qui a fait un concert aussi mémorable. Et puis des orchestres. C'est aussi un lieu dans lequel de grands orchestres sont passés ici, comme l'Orchestre de Paris, comme
l'orchestre de Berlin. Tous les lieux, tous les espaces du couvent servent aujourd'hui de support à des créations diverses et variées. Sur les murs de la sacristie, on peut admirer une installation de mapping vidéo. Et dans la chapelle, relookée aux tendances années 70, on peut entendre résonner le son d'un vieux jukebox. Alors pour moi, le jukebox, c'est vraiment un outil d'écoute musicale tout à fait cher à mon cœur. Parce que c'est déjà très nostalgique. Puis aussi, en fait, on y mettait des looks qu'on ne verrait plus aujourd'hui. C'est vrai que celui-là est tout à fait particulier, tout à fait original avec toutes ces couleurs. Et puis, il y a surtout quelque chose de convivial. On choisit le morceau qu'on va faire écouter à tout le monde. Direction à présent Bergholz, à quelques kilomètres de là. C'est avec François, notre spécialiste viticole, que nous avons maintenant rendez-vous. Il a décidé de s'initier à la culture biodynamique chez Franz, un de ses amis vignerons. Et salut Franz. Salut Franz. Comment tu vas? Il y a de la flotte en ce moment, on est. Ouais, un petit peu, mais c'est des choses qui arrivent par cette saison. Comment tu le sens? Malgré le météo, on va essayer de faire une préparation cet après-midi. C'est pour ça que je suis venu te voir, tiens. Une préparation pour François, c'est une mixture principalement constituée d'eau, de silice et de bouse. Le tout doit être brassé une bonne heure dans ce mélangeur pour agiter tous les micro-organismes. Et c'est au moment où un cône dans l'eau se forme que la préparation puise toutes ses forces. Quand on obtient le cône, justement, le cône va faire de capter, entre guillemets, les forces qui sont dans l'univers, on va dire, parce que tout notre travail va être basé sur un calendrier lunaire. Un guide de travail qui prend en considération les rythmes lunaires et planétaires. Selon ce calendrier, les mois, voire même les semaines, correspondent à des périodes de traitement et de manipulation sur les cultures. Et bien entendu, pour les traitements, tout est 100% bio, aucun pesticide ni engrais, sauf s'ils sont naturels. Ça, c'est nos produits de traitement. Des orties, vraiment. Ouais, ça va être, quand on les aura besoin, on va les mettre soit en purin, soit en décoction, et on ira traiter les vignes avec ça. Et pour traiter les vignes, Franz utilise la préparation qu'il a fabriquée tout à l'heure à base d'eau, de silice et de bouse. C'est Eugène, le papa, qui est en charge de l'épandage. C'est, si on veut, un peu un engrais liquide. Voilà, c'est l'engrais bio. Voilà. Ok. Eugène, c'est lui le précurseur de l'agriculture biodynamique en Alsace. En 1968, à la suite d'une intoxication au sulfate utilisé pour lutter contre un parasite, il a décidé de prendre un virage à 180 degrés. Et ça fait maintenant 40 ans qu'il s'y tient. De nos jours, la culture biodynamique, ça ne surprend plus personne, c'est même devenu monnaie courante. Mais à l'époque, quand la famille a débuté, c'était bien différent. Et à l'époque, tout le monde nous prenait un peu pour des farfelus, parce que c'est vrai qu'en 70, dans les années 70, commencer à faire de la bio, à traiter des choses comme ça, les gens nous regardaient bizarre. Maintenant, on est plus vu comme un précurseur et puis quelqu'un qui a vu la chose avant tout le monde. Aujourd'hui, avec 4,9% de surface agricole utile en bio, l'Alsace dépasse largement la moyenne nationale. Mais attention, il faut faire une différence entre l'agriculture biologique et biodynamique. À ce titre, un autre label a été créé. Le label qui certifie la biodynamie s'appelle Déméter. Oui, d'accord. Donc, et tout le monde le sait, ça? Tout le monde ne le sait pas. Les gens qui ont un pied dedans le savent. Voilà, ouais. Donc, le consommateur lambda... Non. Et Déméter, ça veut dire déesse mère de la terre. D'accord, ok. Voilà, il faut le faire savoir, ça. Laissons Eugène, Franz et François avec la déesse de la terre pour retrouver Seppi, notre épicurien. Direction le village de Sulzmatz à quelques pas. Seppi a rendez-vous dans une riche maison alsacienne. Philippe, le propriétaire des lieux, représente la 13e génération à vivre dans cette demeure. Salut Philippe. Salut Seppi. Je voulais te présenter ta belle demeure viticole, une des plus belles du pays de Guébillère. Cette magnifique demeure est dans la famille de Philippe depuis 1680. Alors l'historique, il le connaît bien. Tel un témoin du passé, l'histoire s'est même progressivement inscrite sur les murs de la bâtisse. Les fondations notamment qui datent d'avant 1648 et qui sont la preuve de l'invasion des Suédois pendant la guerre de 30 ans.
On retrouve ici en fait la partie vraiment la plus ancienne qui était celle de la maison forte qui aurait dû résister à ces invasions mais qui ne l'a pas. Là on a vraiment le secteur le plus vieux et on va bien le retrouver. Hein. C'était une maison, une tour carrée, une tour forte, une maison forte, c'est-à-dire c'était pas un château mais c'était déjà une petite maison fortifiée. Mais bon visiblement ça n'a pas suffi à résister aux Suédois. Ça va, Philippe? Autre preuve de sa construction fortifiée faite pour résister aux invasions, l'entrée de l'ancienne cave. Des murs, Là, bah, déjà, tu vois, je te disais, fortifié, hein, 1,20 m de mur. Et pour résister à l'envahisseur, bien sûr, cas de crise, il s'enfermait dans cette cave et il mettait une grosse poutre qui reglissait de l'autre côté. Et en bas aussi, en théorie, ça devait résister à beaucoup de choses. Cette porte témoigne aussi de l'enrichissement des vignerons. Pour pouvoir rentrer des foudres de vin de plus en plus massifs, les ouvertures des portes ont été élargies progressivement. Regarde, ils se sont même amusés à creuser de part et d'autre la pierre pour pouvoir faire rentrer des tonneaux plus grands. C'est vraiment typique de l'époque, quoi. Ouais. Philippe nous emmène donc visiter sa nouvelle cave. Et après la leçon d'histoire, Sépi a droit à un cours de tonnellerie. Ça c'est grand-père, ça c'est grand-père, ça c'est papa qui a pu acheter en fait d'occasion dans un très grand négoce, et ça c'est le cadeau de mariage que papa a fait à maman. Donc elles sont toutes centenaires sauf le cadeau d'anniversaire, parce que maman n'a pas 100 ans bien sûr à leur mariage, hein. Elles sont quand même beaucoup plus jeunes. En Alsace, chaque parcelle va être vinifiée dans un tonneau, c'est pour ça que nous avons une myriade de tonneaux et de futailles. On vinifie les cépages à part et les parcelles à part. Tout à fait, ouais. Après ce déballage de savoir, une petite dégustation s'impose. Riesling. Gesundheit. Pas les nobles. Gesundheit. Un beau Riesling sec, droit. Croquant. Croquant, ouais. Sans que l'acidité soit trop dure. J'arrête, moi je pourrais le vider comme un... Non, mais moi je vais le vider. Ah ouais. Bah, Gesundheit. Je vais le vider. À présent, il est temps pour nous de retrouver au grand air notre ami Michel. Au programme, découverte d'une ferme auberge sur les hauteurs. Perché au pied du Grand Ballon d'Alsace, cet établissement est une référence en matière de cuisine traditionnelle régionale. Bonjour Michel. Oui, comment allez-vous? Très bien, avec ce beau soleil. Oui, on vous amène le soleil, c'est Ah oui, ça fait Très plaisir. Hein. On l'attendait avec impatience. Annick, c'est la propriétaire du lieu. C'est elle aussi qui est au fourneau chaque jour de la semaine. Elle s'affaire pour préparer des repas Malker, un nom emprunté à la cuisine allemande. Le Malker, en alsacien, c'est le treilleur. Donc avant de partir au champ, le fermier mettait sa casserole normalement dans les braises. Et pendant ce temps, il partait au champ et cette casserole cuisait tranquillement pendant 2 heures. Et quand il revenait des champs, c'était cuit. Voilà. Un repas bien consistant pour satisfaire ses travailleurs. Traditionnellement, le repas Malker est composé d'une entrée, une tourte avec des crudités et d'un plat de résistance, de la palette fumée avec des pommes de terre rôties qu'on appelle ici les Roy Cabrageldi. Et comme nous sommes en Alsace, ce repas se termine par une part de Münster, une autre spécialité de la région. Et le fromage, justement, c'est l'affaire de Didier, le mari d'Annick. Moi, c'est le fromage, oui. Mais on est très polyvalent en fait. Hein. Moi, je peux très bien faire la cuisine. Ma femme pourra aller traire des vaches et puis voilà, on se complète. Et cela fait plus de 20 ans que Didier et Annick tiennent ensemble les rênes de cette ferme auberge. L'amour du métier est bien présent chez eux. Malgré ça, ils ont un planning bien chargé à respecter, et ça, chaque jour de l'année. Ça, c'est la traite de ce matin des vaches. Et cette traite quotidienne représente environ 100 litres de lait qui donneront, après 3 semaines d'affinage, une vingtaine de Münster. Faire son fromage, élever son bétail, vivre au grand air, Didier a fait ce choix il y a de nombreuses années. Menuisier de formation, il a tout plaqué pour se lancer dans cette aventure sans aucun regret. J'ai la chance de faire ce que j'aime. Mais dites-nous Didier, qu'est-ce qui vous plaît tant? En fait, je peux même pas vous dire parce que ce sera aussi bien les clients, le contact avec les gens, ce sera aussi bien la cuisine, ce sera aussi bien... Bon, le plus, c'est chercher les vaches, traire. Ça, c'est vraiment mon côté que je vais préférer. À
Amoureux de son travail, Didier pense aussi à bichonner ses bêtes pour qu'elles soient bonnes et généreuses. Alors, tous les matins, les cochons ont droit à un petit festin composé des restes du caillé des futurs Münster. Pendant que Didier est à la ferme, Annick, elle, s'active toujours en cuisine. Il est bientôt midi et les clients commencent à arriver. Parmi la clientèle, beaucoup d'habitués qui ont un emploi du temps serré. Pour que tout soit prêt, Annick est aidée par ses parents. On travaille beaucoup en famille, donc papa m'a donné un coup de main, maman aussi, puis les garçons aussi. Hein. Une fois que l'équipe est au complet, chacun sait exactement ce qu'il a à faire. Tout est parfaitement orchestré. 3 chefs de tourte frescope. Après, on peut faire 3 fleischnacker. Voilà, c'est parti. Je fais un peu le chef, quoi. Je commande. Et ça marche plutôt bien. La ferme auberge sert plus de 120 personnes par jour. Les clients apprécient de déguster des produits du coin. On retrouve vraiment les goûts du produit. Très très bon. Alors, si vous aussi vous souhaitez découvrir le repas Malker d'Annick, avec en prime une vue imprenable sur la plaine d'Alsace, l'équipe de la ferme auberge sera ravie de vous accueillir. Nous ne pouvions quitter ce pays délicieux sans assister à la foire au vin annuelle. Et ça tombe bien, c'est aujourd'hui qu'a lieu ce grand rassemblement, le moment tant attendu des amateurs de vin. François, notre amoureux des petits et grands crus, a accepté de nous guider. Bon, il y a du monde, apparemment. Bien, je vous emmène. Foire au vin d'Alsace, Guebwiller. La foire de Guebwiller existe depuis plus de 60 ans. François est un inconditionnel de cette fête depuis sa prime jeunesse. Le principe est simple, chacun verse une petite cotisation à l'entrée en échange d'un précieux verre qui servira pour les dégustations. Plus rapide que l'éclair. Super. Merci. On y va ? On va commencer avec les copains. J'en ai repéré 1 ou 2 là-bas. On va voir ce qu'ils pensent déjà de ce qu'ils ont goûté. Et puis, on fera notre propre dégustation. Qu'est-ce que je prends là ? Pinot Gris Goldert de la cave du marché. Et c'est quel numéro ? 141. 141. Salut. Excusez-moi. Excusez-moi. Je pourrais avoir un 141 s'il vous plaît, excusez-moi. Un 141. Ouais. Alors, au début, à l'entrée, on reçoit un programme. Tous les vins sont numérotés. Il arrive à une cave, on peut déjà établir notre choix préalablement. Ce qui fait que là, bon, ils m'ont filé le numéro que j'avais à goûter, c'est fastoche. Après, je découvrirai par moi-même. Cette année, la foire au vin accueille une vingtaine de caves différentes, ce qui fait un total de 150 crus à déguster. Cet événement annuel a d'autres avantages que la découverte des vins. Elle est aussi un vecteur de lien social. C'est l'occasion un petit peu de sortir et de voir un petit peu du monde. Tout cela, et surtout cette dégustation, avec modération bien sûr. Les participants sont en grande majorité originaires de la région, mais on peut aussi croiser quelques touristes, comme ce couple de Belges. L'occasion fait le larron, et ça nous plaît beaucoup. C'est très très bien. Les dégustations sont agréables et il fait beau. Et certains viennent d'encore plus loin, comme ces jeunes Chinois amateurs de vin. Leur présence ici ne doit rien au hasard. Not this, it's the other one, color. This one? Yeah. 这是您的吗？这是您的妈妈。Orange marbré. It's sweet or very sweet. Very sweet. Yeah. Cheers. Ici, pour trinquer, il faut dire skelt. Oh, skills. Okay, skills. In French. Si la réputation des vins alsaciens n'est plus à faire depuis bien longtemps en France, leur exportation à l'international est assez récente, une dizaine d'années seulement. Le vin d'Alsace est commercialisé partout dans le monde, donc l'Alsace exporte 25% de sa production, ce qui est peu, et on devrait faire mieux dans les années à venir. Santé tout le monde à cette édition-là. Et c'est de manière festive que nous quittons Michel, Thomas, Sépi et François, qui ont accepté avec enthousiasme et générosité de nous faire découvrir leur pays. Il ne vous reste plus maintenant qu'à visiter cette terre haute en couleurs, en saveurs et en traditions, qui recèle, c'est certain, des trésors cachés.